Bonjour à tous et bienvenue sur Conscience TV, une émission que nous allons consacrer aujourd'hui à l'art-thérapie. Alors, on va explorer ensemble bien évidemment cette pratique fascinante qui utilise à la fois la créativité artistique pour favoriser le bien-être et la transformation personnelle. À cet effet, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Arnaud, art-thérapeute expérimentée, qui va vous guider à travers les différents aspects de cette approche thérapeutique. Bonjour Caroline Arnaud, peut-on rappeler pour celles et ceux qui l'ignoreraient ce qu'est l'art-thérapie? Bien sûr, bonjour à tous. Comme toujours, heureuse de vous voir sur cette chaîne. L'art-thérapie est un moyen d'utiliser l'art pour pouvoir faire ressurgir, conscientiser des émotions, les accueillir et éventuellement, peut-être souvent, les transformer afin qu'elles soient positives et que vous ayez donc une vie beaucoup plus positive et beaucoup plus en adéquation avec ce que vous êtes réellement et non pas ce que les autres auraient pu ou la vie aurait pu vous inculquer. L'art-thérapie telle que vous la pratiquez, de mémoire, Caroline, vous avez quatre approches, hein, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, alors, je l'ai dit de mémoire, hein, alors, l'art-thérapie, bien évidemment, la musicothérapie, l'olfactothérapie, et puis plus récemment, la danse-thérapie, c'est bien ça? Et les quatre me tiennent à cœur en fonction du patient, de ce qu'il est en train de vivre, de ce que j'ai besoin de faire émerger. Je vais effectivement travailler sur les quatre, enfin, ou l'un après l'autre, mais en tout cas faire appel aux quatre. Euh, on va dire que la musico a quelque chose de très sympa, c'est que enfin, on a tendance, de par peut-être notre culture, notre essence, à aller très vite sur l'émotion quand on est dans la musique. Et elle met assez souvent, sauf quand on fait des ateliers particuliers, mais sinon assez souvent en joie, on va dire ça. Bien sûr, suivant si j'ai envie que vous soyez plutôt dans votre tristesse, je vais pas choisir la même musique, par exemple, en réceptif. Mais quoi qu'il en soit, elle permet effectivement normalement d'être un peu plus dans la joie. Sachant qu'on l'utilise aussi, par exemple, chez les enfants pour travailler la colère. Et dans ces cas-là, je vais plutôt prendre du hard rock et on va faire des choses un peu plus musclées. Voilà, mais je sais qu'on refera une émission sur ce sujet, donc je vais pas m'attarder trop dessus quand même. Euh, Ensuite, ce que j'utilise souvent, en tout cas dans pratiquement tous mes ateliers, c'est le côté art plastique. Donc l'art plastique peut se passer sur des médiums comme le dessin, la peinture. La peinture, ça peut être de l'acrylique ou de l'aquarelle. Ça peut être du collage, le collage ayant l'avantage de rassembler ses idées vers un seul but. Euh, le modelage, qui permet, à travers les différentes parties de la main que vous utilisez, par exemple, de faire appel au corps, au mental et à la partie cerveau. Donc, qui met tout ça en mouvement. Ensuite, je vous ai sans doute oublié plein de choses parce en fait, oui, il y a les mots, notamment l'écriture créative qui est très intéressante et qui permet peut-être de se recentrer sur soi à certains moments. Voilà, principalement ça, mais je dis bien principalement parce qu'en fait, l'avantage en art-thérapie, c'est que tout est ouvert. D'autre part, j'utilise l'olfactothérapie. Alors, l'olfactothérapie, c'est pas forcément de l'art-thérapie, même si quelquefois je l'utilise en art-thérapie, notamment si je veux fluidifier les émotions, je vais utiliser de la lavande. Si je veux qu'on soit dans l'énergie cœur, je vais utiliser de la rose. Enfin bon, voilà. Mais autrement, je l'utilise aussi beaucoup pour réveiller des souvenirs qui restent latents, qui handicapent la vie, mais dont on ne mesure pas l'intensité du souvenir. L'olfactothérapie, pardon, a l'avantage d'aller directement par l'odeur dans le cerveau archaïque et n'est pas du tout filtrée par l'inconscient. Donc, on peut révéler des souvenirs très douloureux comme ça. Ensuite, il y a la danse-thérapie. Alors, la danse-thérapie, le terme est peut-être un petit peu mal dit parce qu'en fait, on parle de danse-mouvement-thérapie.
Dans la danse mouvement thérapie, du coup, je peux alors soit faire des mouvements, par exemple, si je travaille sur la brain gym, la brain gym étant une gym qui permet de connecter les deux lobes du cerveau et du coup de créer un autre espace de créativité pour se créer une vie différente. Elle est très utile aussi chez les scolaires parce que la brain gym, elle aide à travailler sur la concentration, sur l'apprentissage. C'est vraiment un moyen chez les scolaires de pouvoir se canaliser et de mieux travailler, du coup. Du coup, elle peut être utile aussi pour les profs, enfin, pour ceux qui les encadrent. Mais quoi qu'il en soit, c'est plutôt une très bonne méthode. Chez les personnes âgées, on va aussi faire du mouvement parce qu'éventuellement, on va faire du mouvement sur chaise. L'objectif étant de ne pas forcément les mettre en déséquilibre ou en difficulté, mais de quand même réveiller ce corps qu'ils ont tendance à pas trop mobiliser. On va dire ça. Et puis après, il y a la somathérapie où on va travailler sur comment le corps exprime des émotions et apprendre à les accueillir et à accueillir aussi la sagesse du corps qui souvent a des clés à nous donner pour solutionner les choses. Voilà, et puis après, suivant là aussi les émotions que j'ai envie que vous vous révéliez à vous-même, on peut avoir alors des déplacements dans l'espace. Euh, Par exemple, enfin, sauf si vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, mais en Occident, on a beaucoup de mal à reculer dans l'espace. Voilà, donc ça pourrait être ça. Du coup, c'est le déplacement devant, derrière, la danse contact aussi, enfin tout ce qui est de l'ordre du contact, ou quelquefois, de par manque de confiance, on a aussi du mal à aller vers l'autre. Et puis, il y a la danse de libre expression qui pourrait être, je vous propose comme outil de prolongation de votre corps un éventail et je vous propose des musiques pour danser avec un éventail. Voilà. Pour rebondir sur les différentes thérapies, comme vous l'avez dit, on aura l'occasion d'y revenir sur une émission un petit peu spécialisée. Euh, Néanmoins, une petite interrogation. Quand un client vient vers vous, il choisit de lui-même la thérapie qui lui correspond, vous le guidez. Comment cela se déroule concrètement? Alors, en fonction de ce qu'il me dit, parce que bien sûr, il y a une anamnèse au départ où j'ai une découverte avec le client, je vais éventuellement penser à des exercices. En fonction de ces exercices, je vais plus ou moins définir un protocole personnalisé à chaque personne. Mais ce protocole, j'ai presque envie de dire, est fait pour être bousculé. Parce que en fonction de vos priorités, là j'ai par exemple une bénéficiaire qui vient de perdre un emploi, donc qui a besoin de travailler sur la confiance en elle et la capacité à aller vers quelque chose qui lui plaise. Du coup, vous imaginez bien que le protocole que j'avais prévu avant n'existe plus et on va créer d'autres exercices pour lui permettre de vivre son actualité. Il y a ça, il y a aussi les enfants où les parents arrivent en me disant, oh là là, il est en colère, j'en peux plus, faites quelque chose. Du coup, je vais aller sur le travail sur la colère. Enfin voilà, c'est en fonction de vos envies, de votre actualité, de ce qui se passe, eh bien, tout peut bouger quoi, à tout moment et c'est peut-être ce qui est intéressant dans cette discipline. Bon, si je vous écoute, Caroline, vous êtes la réponse à toutes les difficultés rencontrées par les parents, les adultes, etc. J'ironise, bien sûr. Alors oui et non, moi j'ironise pas tant que ça. Parce que j'ai envie de dire oui. L'art-thérapie s'adresse à tout le monde dans toutes les situations. Après, je peux être bloquée par des gens, par exemple, qui ne veulent pas aller dans l'émotion et qui ne veulent pas perdre le contrôle. Là, j'avoue que mes capacités sont limitées et que je ne peux rien faire. Enfin, à un moment où faudra que Ouais, ça s'arrête il y parce a un que minimum d'ouverture qui s'impose quand même de la part du c'est client, quoi. ça, Ouais. tout à fait. Euh,
et qu'il soit effectivement conscient que, comme toute thérapie, hein, c'est pas toujours sympa. Et à la limite, c'est parce que c'est pas sympa qu'on révèle des choses et qu'on avance. Donc peut-être que c'est pas le but à chercher. Euh, mais quoi qu'il en soit, le fait de passer par l'art fait quand même que ce sont des thérapies ludiques, je pense. Et que, contrario à certaines thérapies où vous allez rester dans le mental et du coup pas intégrer du tout les changements dans le corps, voire ne pas aller voir comment le corps a bloqué, et du coup ne rien régler, parce que je pense que le mental peut, entre guillemets, nous balader pendant des années. Euh, L'art-thérapie va normalement très vite vous inviter à aller voir ce qui se passe un peu plus profondément. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle aujourd'hui de spécificités liées à l'art-thérapie qu'on a partagées ensemble avant cet entretien et on a notamment évoqué ce que l'on appelle les cartes de pouvoir. Alors, Caroline, là c'est moi qui vous écoute avec beaucoup d'attention. C'est quoi exactement et dans quel cas peut-on les utiliser? Alors, on les appelle cartes de pouvoir ou cartes positives ou cartes d'affirmation, comme vous voulez. Ce sont des cartes que vous allez concevoir qui vont vous permettre, alors c'est pas des cartes magiques, hein, je fais pas de magie dans mon cabinet, quoique, mais non, non, je plaisante. Mais je ne fais pas de magie dans mon cabinet, mais par contre, ces cartes vont permettre de mettre en évidence, alors, suivant ce pourquoi vous les utilisez, mais là, l'exercice que je vais vous proposer, ça va être ça, de mettre en évidence, en fait, vos différents freins qui vous empêchent d'aller vers quelque chose que vous voulez réussir, et d'un autre côté, de ancrer dans ce support ce que vous voulez réussir, afin que vous puissiez, à chaque fois que vous les regardez, raviviez cette énergie dans votre quotidien. Donc, on est d'accord, ça part de vos qualités. Ce sont vos qualités que l'on va aller chercher, qu'on va mettre en exergue, que on va peut-être exacerber, du coup. Mais l'idée, c'est bien vous et votre capital, d'accord? Et c'est vous aider à le révéler. Alors, pour vous donner un exemple, on peut les utiliser pour se sentir protégé, pour marquer un moment de vie, pour mettre en mouvement des énergies positives, pour ancrer une direction, une décision. Je veux arrêter de fumer, par exemple. Je veux, je sais pas, acheter une maison. Ensuite, mener à bien un projet, d'accord? Et puis pour se donner de l'énergie. Voilà. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de travailler, parce que je vais vous proposer un exercice un peu concret, sur mener à bien un projet. Alors, déjà, je vais vous inviter à prendre une feuille, un carton de 250 grammes minimum et à le découper suivant si vous voulez que la carte soit carrée ou rectangulaire, de 8,5 x 8,5 cm ou de 6,4 x 8,9 cm. Je prends des notes, hein, je prends des notes parce que je vais Merci, l'appliquer. merci beaucoup. Alors, en fonction de ça, ce qu'on va commencer par faire, c'est choisir une affirmation positive. Cette affirmation positive, elle doit toujours commencer par je et du coup être, comment dire, être un genre de mantra que vous allez pouvoir vous répéter continuellement. Je vous donne un exemple. Je suis capable de réussir tout ce que j'entreprends. Voilà, ça pourrait être mon mantra. Bon, bien sûr, à vous de le personnaliser, hein. Ce que l'on va faire par rapport à ce mantra, c'est qu'on va prendre le verso, ce que vous allez décider être le verso de votre carte. Sur ce verso, vous allez inscrire en long, en large, en travers, et même si vous repassez sur ce qui est déjà écrit, tout ce qui aujourd'hui vous empêche de croire à ce mantra.
qui peut être, bah non, je suis pas, j'en sais rien, je suis pas quelqu'un d'assez bien, j'ai pas la force, je, euh, je ne finis jamais ce que je commence. Enfin, voilà. Imaginez tout ce que vous voulez, tout ce qui peut être cette petite voix là qui travaille et qui vous envoie des infos pas très sympas, qui vous saborde toute seule. N'hésitez pas à les inscrire. Suite à ça, je vous propose, alors là, je vais vous parler d'une petite méditation pour activer ce que vous avez inscrit, ou désactiver plus exactement, c'est plus juste, ce que vous avez inscrit. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que moi, euh, je vais vous dire comment la faire, et éventuellement pour celle-ci, vous aurez la possibilité de l'enregistrer sur un portable ou sur ce que vous voulez pour vous mettre en situation. Donc, déjà, on va faire en sorte que vous vous asseyez, les pieds bien au sol, les mains sur les genoux et les yeux fermés. Pendant ce moment, vous allez imaginer que venant de la tête et descendant jusqu'aux pieds, une vague de détente vous submerge, vous envahit et n'oublie aucune de vos cellules. Donc, on va commencer par le, le crâne, le front. Voilà, je vous laisse décrire la totalité du corps. On va aller jusqu'aux pieds. Et quand on sera au niveau du pied, vous devez vous sentir complètement détendu. Suite à ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre 3 grandes respirations, des grandes respirations par le nez, et vous allez gonfler le ventre, les poumons et la partie entre les omoplates, parce qu'on a 3 niveaux de respiration. Suite à ça, vous allez expirer tout doucement, comme si vous aviez une paille entre les dents. Ça, 3 fois. Ensuite, quand vous serez suffisamment détendu, que ce sera juste pour vous, vous allez vous remémorer tout ce que vous avez mis sur cette carte. Tous ces freins, tout ce qui vous embête, et vous allez imaginer que ces mots, ces phrases, peut-être, s'éloignent de vous. Et que d'un peu plus loin, peut-être à 100 mètres, existe un animal, un oiseau, qui aurait, alors l'oiseau peut-être que ses ailes, mais l'animal des paniers dans lesquels vous pourriez me déposer toutes ces phrases et tous ces mots. Prenez le temps pour que tout soit bien fait, pour que plus aucun de ces freins n'existe dans votre vie. Et puis vous allez observer l'oiseau décoller, s'éloigner encore et encore plus loin, ou l'animal partir au galop, ou peut-être plus sereinement, si c'est un âne par exemple. Mais quoi qu'il en soit, s'éloigner et enlever, éloigner de vous, désamorcer, enlever l'énergie de tout ce que possèdent ces mots pour qu'enfin vous soyez libérés. Parallèlement, vous allez inspirer de la sérénité, de la joie, de la force, et continuez à pousser avec votre souffle le plus loin possible cet animal avec ses mots. Et quand pour vous ce sera juste, vous reviendrez ici et maintenant parmi nous. Donc ça, il s'agit du verso. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que ce verso, maintenant que tous ces mots se sont éloignés, on va le recouvrir. Prenez ce que vous avez de plus joli, un papier, une plaque, je ne sais pas, de la peinture, sur laquelle vous mettez une couleur, puis après du pochoir. Quoi qu'il en soit, faites-en quelque chose d'extraordinaire qui va vous permettre de vous rappeler que waouh, c'est cool, tout est parti. Et maintenant, on va la retourner. Et au recto, eh bien, vous allez utiliser
une multitude de symboles, enfin, ou autant où vous en avez besoin, qui vont vous permettre de symboliser votre mantra. Alors, vous pouvez utiliser les couleurs, le vert, couleur de l'espoir, le rouge, couleur de force, les nombres, le 1, couleur d'unicité, de créativité, le 3, couleur de trinité, de totalité, euh, l'ogam, qui est le langage celte, les runes, les hiéroglyphes, l'animal même, qui a lui-même une portée très symbolique. Voilà, à vous de choisir les symboles qui vous parlent, qui vous font du bien, mais qui vont vous permettre de vous rappeler que c'est ce mantra que vous avez choisi d'ancrer. Vous pouvez bien sûr décider de le faire en une seule couleur, avec plusieurs photos, avec du doré, enfin voilà, faites-en quelque chose de magique pour vous, sachant que cette carte, a priori, vous allez la porter sur vous. Une fois que vous aurez fait ça, ce que je vous propose, c'est là encore d'activer la carte en vous mettant en situation de méditation. Et là, même si le travail de détente au début et à la fin est toujours le même, ce que je vais vous inviter à faire, c'est que pendant cette méditation, certes, vous voyez les mots, enfin, ou le mantra que vous venez de mettre, vous le répétez éventuellement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous alliez voir dans le corps quelle est la partie du corps qui résonne avec ce mantra. Ensuite, vous posez la question de peut-être est-ce qu'il a une forme, une couleur, une consistance, à quoi il ressemble? Et vous dire que ce mantra, finalement, il inspire chez vous des émotions. Sans doute, je dis bien sans doute, que la région du corps dans laquelle il est ancré va s'expandre quand vous allez penser à ces émotions. En fait, ce que beaucoup oublient dans l'attraction, enfin, dans la loi de l'attraction, c'est qu'il faut aller jusqu'à cette émotion pour qu'elle puisse aider à attirer les situations. Donc, allez jusqu'en l'émotion, éprouvez-les, ancrez-les dans votre corps. Choisissez un endroit où cette émotion, elle va pouvoir être inscrite en lien avec cette carte. Et une fois que c'est OK, revenez à vous. Cette carte, vous allez maintenant pouvoir la glisser dans votre portefeuille, dans votre carnet, dans votre calepin téléphonique, sous votre téléphone, je ne sais pas, mais un lieu où vous pourrez la regarder plusieurs fois par jour et qui vous dira, ouais, ton objectif aujourd'hui ou en cette période, c'est ça. Allons vers ça. Voilà, je vous ai tout raconté concernant les cartes positives. Chaque carte de pouvoir, Caroline, pour synthétiser un petit peu ce que vous venez de dire, représente un mantra positif. Globalement, c'est à peu près Alors, ça. oui, quand on est dans me faire advenir quelque chose que je veux réaliser, mais ça peut être aussi, par exemple, une carte de pouvoir, enfin d'affirmation positive qui serait un ange, parce que j'ai besoin de me sentir protégée. C'est peut être aussi des cartes de remerciement. Alors, comment dire, dans notre civilisation, on a oublié de remercier. On a l'impression que c'est très religieux et en fait, ça devrait être beaucoup plus vulgarisé. Pourquoi? Parce que le remerciement permet de nous monter au niveau vibratoire et que lorsqu'on est à ce niveau vibratoire, on est dans un niveau où les énergies sont beaucoup moins basses et permettent de faire advenir des choses beaucoup plus positives. Les cartes de pouvoir peuvent se compléter les unes et les autres. Tout à fait. Et vous pouvez en avoir plusieurs dans votre... voilà. Euh, alors, bon, j'ai prévu pour le 15 février un atelier qui serait sur l'estime de soi, du coup, dans mon cabinet. Mais là, l'idée, c'est bien ça. C'est comment je peux m'aimer, comment je peux me faire confiance, comment je peux ressentir mes forces, comment je peux développer mes qualités, qui sont certes là latentes, mais que je laisse pas trop s'exprimer. Voilà.
Un très bel outil, les cartes de pouvoir, très sincèrement. Alors, par-delà les cartes de pouvoir, on voulait évoquer ensemble un deuxième sujet plus grave en l'occurrence, puisqu'il s'agit du deuil qui, pour la majorité d'entre nous, est une expérience fatalement douloureuse et que nous traversons tous un jour ou l'autre. Comment l'art-thérapie peut-elle nous accompagner dans ce processus? Quand en art-thérapie, on parle deuil, même si l'exercice que je vais vous proposer est bien concernant le deuil d'une personne, on parle deuil au sens large. C'est-à-dire que vous partez à la retraite, c'est un deuil. Le deuil de la vie professionnelle où socialement on a existé, on a été reconnu, enfin voilà. Vous avez des grands-enfants qui partent de votre domicile, c'est un autre deuil où la vie va exister à un ou à deux. Mais voilà. Et ce qui est marrant, c'est Oui, que dans ce que vous évoquez, c'est qu'effectivement, on a souvent une phrase typique quand un événement contre lequel on ne peut pas lutter survient, on dit bah, j'en fais mon deuil. Voilà, ça peut être par oui, exemple une perte financière conséquente. C'est un tout exemple à parmi fait. tant d'autres, hein. Voilà. Oui, oui, oui. Ça peut être ça. Ça peut être tout simplement parce que des études montrent que c'est des vrais traumatismes, un déménagement, où là, il faut tout reconstruire en termes de repères. Ouais, une Et vraie page qui se tourne en réalité. c'est ça, tout à Mhm. fait. Alors, les étapes du deuil, elles sont les mêmes pour tout le monde, même si on est chacun très différent dans le sens où euh, on a tendance à dire qu'elles s'enchaînent de façon logique. Ce n'est pas vrai. On peut, suivant la personne, inverser les étapes du deuil, les vivre de façon très minimisée et ou très importante ou très destructrice, en vivre plusieurs en même temps. Et non, vraiment, alors je vais vous les citer et on va en reparler, mais euh, le deuil est propre à chacun. Par contre, il est universel et les étapes qu'on retrouve, on les retrouve chez une grande partie des personnes. Donc, dans la première étape, il y a le déni. Ouais, ben, je vais pas. Non, non, il est pas mort. Non, non, il est pas là. Non, non, je vais pas déménager. Non, non, mes parents vont pas divorcer. Enfin, tout ça. Ce déni. Puis ensuite, on a ce qu'on appelle, nous, en art-thérapie, la ronde des émotions. La colère, la peur, la tristesse, qui vont tourner un petit peu de façon se régénérer les unes les autres et on tourne un peu en boucle. Et puis après, il va y avoir une forme de marchandage. Ok, j'accepte la situation si. Comme si on pouvait marchander avec une page qui se tourne, euh, ou, où on pourrait, comment dire, minimiser les impacts de la situation. Après, il y a l'acceptation qui passe souvent par une forme de dépression au début. Ouais, ben, il faut que j'accepte. C'est plus la situation que je connaissais. Il va falloir réinventer autre chose. Et justement, de cette phase vient l'acceptation. Ok, il va falloir que je réinvente autre chose et j'y vais. En art-thérapie, on va rajouter deux autres dimensions, qui est la découverte du sens de la perte. Qu'est-ce que ce sens m'apporte finalement? Qu'est-ce que cette perte m'apporte? Par exemple, si on parle de déménagement, le champ des possibles est immense finalement, même si on ne le voit pas au début. La possibilité de se faire des relations différentes, de retrouver un autre travail, d'avoir une maison super différente avec un, je ne sais pas, un jardin si vous étiez en appartement. Enfin, voilà, les possibilités sont super importantes. Et après, il y a une autre qui me paraît super importante aussi, c'est la prise en possession de l'héritage. Qu'est-ce que cette relation, qu'est-ce que cette expérience, qu'est-ce que ce lieu d'habitation m'a transmis, m'a permis de comprendre qui aujourd'hui sont des forces que je peux déployer. Voilà pour le deuil en art-thérapie du coup. Alors, pour pouvoir travailler ces différentes parties, il y a plusieurs façons de faire. Il y a donc les groupes.
bien sûr, de soutien. Il y a les séances individuelles. Et je voudrais vous parler du rituel. Parce que le rituel, il peut se faire seul. Le rituel, ça peut être, je ne sais pas, créer un objet qui symboliserait la relation que j'avais à l'autre. Décrire à travers les photos, par exemple, le lien que j'avais avec cette personne. Ça peut être aussi, et je trouve ça très joli, les gens qui vont planter un olivier dans leur jardin en mémoire d'une personne. L'olivier étant l'arbre de l'éternité, je trouve ça symboliquement très beau. Ça peut être aussi, je crée une boîte où je mets tout ce que j'ai à dire à la personne et je vais l'enterrer. Ou j'écris une lettre que je vais peut-être ou peut-être pas brûler si elle vous fait du mal. Mais peut-être aussi que ça peut être un peu comme le nanin qu'on a petit ou le doudou, comme vous voulez, et que cette lettre, elle peut vous faire du bien à certains moments. Et le jour où elle vous fera plus de bien, ben, vous pourrez l'acheter, la brûler, voire peut-être que d'elle-même, elle tombera de vos poches. Voilà, le rituel peut être très important pour concrétiser cette douleur et faire une passation vers autre chose. Voilà, en art-thérapie, donc du coup, elle permet, vous l'avez compris, l'art-thérapie d'exprimer ses émotions, de les extérioriser, de faire que l'expression soit et verbale et non verbale, donc d'exprimer tout ce qui se passe, et de transformer cette douleur en quelque chose de beaucoup plus positif. Vous pouvez nous proposer quelques exercices créatifs pour surmonter ces différentes phases du deuil? Oui, alors on peut utiliser clairement le collage, vous avez dit, hein, le collage rassemble. Donc le collage peut être par exemple, euh, pouvez-vous caractériser par le collage les différents moments que vous avez vécus avec la personne, les différents moments que vous pouvez, qui vous ont donné des qualités, qui vous ont permis de vous exprimer, de vous révéler. Donc ça peut être le collage. Après, il y a le dessin et la peinture qui permettent d'exprimer toutes les énergies possibles et inimaginables. Il y a le modelage. Je vous le disais, le modelage est intéressant parce il impacte et le corps, le mental et le cerveau. Et il permet de pouvoir, par exemple, modeler la relation à l'autre et la distanciation de la relation à l'autre. Dans la danse-thérapie, on a aussi une danse qui se fait avec l'élastique. L'élastique symbolisant la, la distance que l'on peut mettre à l'autre tout en étant lié à l'autre. Voilà. Puis après, il y a l'écriture créative. Et ce que je vous propose là, c'est de vous proposer un petit exercice. Je crois que vous avez Oui, préparé une poésie, si je ne me trompe pas, Caroline. tout à fait. Alors, je vais vous proposer là encore de vous mettre en état de détente. Du coup, on va faire un petit peu différemment que tout à l'heure. Je vais vous proposer de fermer les yeux, de mettre les pieds bien à plat sur le sol, de mettre les mains sur les genoux vers le ciel, enfin les paumes vers le ciel, soyons plus précises. Et vous allez imaginer que vous empruntez un chemin. Ce chemin est très sinueux. Alors, on va commencer par faire une centaine de mètres en ligne droite, et puis il va vous faire tourner à droite. Vous allez le prendre sur la droite. Et puis, parce que ce chemin contourne une forêt immense et très dense, il va aussi vous faire aller à gauche, et vous allez aller à gauche, et vous allez avancer encore, encore, encore. Et à un moment se présente un escalier en terre. On va descendre cet escalier. Je vais compter de 10 à 0. Quand nous serons à 0, vous serez complètement détendu. Donc, on va commencer. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas là avec moi. Bien sûr, vous allez m'entendre, mais le reste de votre corps va demeurer inactif. Seule votre écoute a besoin d'être dans l'ici et maintenant. Donc, on va descendre cet escalier, on va compter de
10, 9, 8, 7. Vos paupières s'alourdissent. On se détend. Aucun des muscles ne résiste à la détente. Puis 6, 5, 4. Ce qui n'était pas relâché se relâche. Et 3, 2, 1, 0. Tout votre corps est complètement détendu. Le poème que je vais vous lire s'intitule « Vivre après le deuil ». Ne reste pas là à pleurer devant ma tombe. Je n'y suis pas. Je n'y dors pas. Je suis le vent qui souffle dans les arbres. Je suis le scintillement du diamant sur la neige. Je suis la lumière du soleil sur le grain mûr. Je suis la douce pluie d'automne. Quand tu t'éveilles dans le calme du matin, je suis l'envol des oiseaux silencieux. Alors, ne reste pas là à te lamenter devant ma tombe. Je n'y suis pas. Je ne suis pas mort. Juste, tu ne me vois plus. La mort, tu sais, ce n'est rien du tout. Je suis juste passée de l'autre côté. Je suis moi, tu es toi. Quel que soit ce que nous étions l'un pour l'autre avant, nous le resterons toujours. Pour parler de moi, utilise le prénom avec lequel tu m'as toujours appelé. Parle de moi simplement, comme tu l'as toujours fait. Ne change pas de ton. Ne prends pas un air grave et triste. Ris, comme avant aux blagues qu'ensemble nous apprécions tant. Joue, souris, pense à moi, vis pour moi et avec moi. Ressens la vie et son bonheur que nous partagions ensemble. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir intégrer peut-être cette poésie et les émotions qui en découlent. Et puis après, vous reviendrez dans l'ici et maintenant. Je vais vous aider à remonter l'escalier. Suite à ce temps, je vais vous proposer de remonter l'escalier. Donc, du coup, je vais compter de 0 à 10. Quand on sera à 10, vous serez en haut de l'escalier et votre corps pourra reprendre vie dans l'ici et maintenant. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. Peut-être sentez-vous déjà l'énergie commencer à circuler dans votre crâne. 5, 6. Peut-être avez-vous envie d'ouvrir les yeux. 7, 8. Et de mobiliser peut-être les chevilles, les poignets. 9, 10. Vous êtes dans l'ici et maintenant. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de prendre une feuille, des crayons, une peinture et de regarder le lien avec cette personne, ce lien à l'intérieur de vous qui continue à exister, qui existera tout le temps, et de vous rendre compte à quel point il vous a permis de développer des forces, de les identifier dans ce dessin, et peut-être, je dis bien peut-être, de remercier et la personne qui a partagé votre vie à un moment, ou l'animal éventuellement, et peut-être de vous remercier d'avoir pu capitaliser sur ce moment. Voilà, merci pour cet exercice.
deux exercices pratiques pour lesquels nous invitons les spectateurs à partager leurs ressentis, à partager leurs expériences, leurs représentations également de ce qu'ils ont pu, par exemple, proposer. Alors, on a parlé tout à l'heure des cartes de pouvoir, mais ça vaut tout autant pour l'approche sur le deuil. Voilà, je pense que pour vous, c'est intéressant, Caroline, d'avoir des retours d'expérience de ces différents interlocuteurs, bien sûr, et de pouvoir Tout à exprimer avec fait, eux. bien sûr. Et puis peut-être aussi que le fait de lire les autres peut permettre d'aller un peu plus loin, chacun de vous. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va aborder la dernière partie de cette émission, un sujet qui vous tenait à cœur et que vous vouliez évoquer avec moi, à savoir la méthode du docteur Aoshka, si je le prononce bien, et le Oui. symbolisme des couleurs. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire précisément? Alors, le docteur Aouchka est quelqu'un qui a travaillé sur une méthode d'art-thérapie à l'aide effectivement du travail sur les couleurs de Goethe et de la philosophie, alors elle était psychiatre, hein, mais de la philosophie humaniste de Steiner, de Rudolf Steiner. Du coup, elle a inventé une méthode qu'on appelle, nous, en art-thérapie, d'humide en humide, parce qu'on va utiliser de l'aquarelle, donc une peinture qui est faite essentiellement d'eau, on va dire, et puis une feuille que l'on va humidifier afin de permettre aux bénéficiaires, patients, enfin vous l'appelez comme vous voulez, la personne qui est en face de moi en fait, de pouvoir se rendre compte à quel point la couleur entre en résonance avec nous. Du coup, l'idée, ça va être de se rendre compte comment les couleurs se diffusent, interagissent. Généralement, on commence par les couleurs primaires. Et aussi, ces couleurs vont créer, enfin, en fonction de comment est appliqué le pinceau, des nuances et peut-être, quelquefois, c'est la surprise des formes symboliques. Il me Euh, semble, il me semble, Caroline, je m'excuse de vous interrompre, oui, que dans la méthode du docteur Aoshka, le bleu semble être une couleur qui revient souvent, et notamment dans vos accompagnements. Il y a une signification particulière dans l'inconscient collectif et sur le docteur Aoshka du bleu? alors le bleu pour le docteur Aouchka est la première couleur que l'on travaille dans les primaires, enfin dans toutes les couleurs d'ailleurs. Parce que c'est et la couleur du poumon, de l'air, mais aussi de la tristesse et du coup de la mise en sécurité. Elle est effectivement une des couleurs. Alors, en fait, le docteur Aouchka dans les primaires a 6 couleurs, on va dire importantes, avec lesquelles après on va jouer sur des nuances avec d'autres couleurs pour les rééquilibrer éventuellement. Mais le bleu a effectivement une place particulière. Et quelles sont les 6 couleurs que vous évoquez? Alors du coup, le bleu, son pendant est le jaune. Ensuite, on va voir le rouge dont le pendant est le vert. Et après, on va avoir le orange dont le pendant est le violet. D'accord. Une Voilà. petite question annexe de ma part. Le noir est considéré comme une couleur ou une absence de couleur, en fait? Le noir étant Une une couleur. couleur de la multitude de... Enfin voilà. Si vous regardez, je ne sais plus là, non, on va couper ça parce que je me souviens pas, mais il y a un peintre qui a créé un noir qui est super connu, j'ai oublié son nom. Oui, alors, qui s'appelle Pierre Soulages. Oui, c'est ça. Merci. Alors, on va pas le Oui, couper, on va pas le couper. Je vais vous raconter ma vie 30 secondes. J'étais ce week-end à Montpellier où je suis allé voir le musée Fabre et au musée Fabre, il y a une exposition Pierre Soulages qui a créé ce qu'on intéressant. appelle, alors on appelle ça alors de l'ultra noir si je me trompe pas. Oui, oui, oui. Et vu la façon dont il a rajouté couleur sur couleur pour en arriver là, je crois qu'on peut dire que c'est une couleur. Absolument. Alors, le bleu a une symbolique, hein. Est-ce qu'on l'apparente, alors sauf erreur de ma part, à la sérénité, au calme, à la confiance par ailleurs? Oui, si on est dans la sécurité.
Mais inversement, si on est dans l'insécurité, c'est un tsunami. Ça peut être très destructeur. D'accord, Euh, Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à aller peindre du bleu d'accord, ou à regarder en tout cas cette planche une fois qu'elle est finie et qu'elle est peinte de bleu. Il y a des bleus, on va dire, plus sympas que d'autres. Par exemple, le bleu de Prusse, c'est celui qui effectivement va évoquer peut-être le plus l'insécurité. Si vous prenez le bleu cobalt, c'est ce qu'on appelle nous en art-thérapie le bleu doudou. Parce que il est plus sympa, il y a du jaune dedans, voilà, il est moins impressionnant. et il a son On côté a moins, réconfortant, quoi. c'est ça. On a D'accord. moins l'impression de rentrer dans les profondeurs. Alors, sous-entendu, chaque couleur, quelle qu'elle Oui, puisse être et quels que soient les tons, peut être aussi, alors je ne vais pas dire positive ou négative, mais peut avoir une influence bénéfique tout autant qu'elle puisse représenter quelque chose de fort et de négatif. tout à fait. Si par exemple on prend, alors là je vais vous enfin, faire référence à autre chose que je connais, c'est le feng shui. Le feng shui, quand on vous parle du verre qui régénère, c'est un verre gazon anglais. C'est pas un verre bouteille ni un verre pomme, enfin pomme dans le sens très clair. D'accord. Donc, du coup, dans l'inconscient collectif et selon le docteur Raoshka, on évoquait le fait de cette présence du bleu qui revient souvent dans les accompagnements. Ça vaut pour les 6 couleurs que vous avez évoquées, cette présence. Oui, parce que euh, chacune ont on va dire quoi, une recherche d'émotion ou une correspondance d'émotion on va aller rechercher, alors éventuellement en fonction de ce que je veux travailler, d'accord? Par exemple, si on travaille chez les enfants sur l'énurésie, je vais travailler sur du jaune. Si je travaille sur des cauchemars, je vais travailler sur du violet, par exemple. Mais aussi, on considère que pour que quelqu'un soit complètement, j'aime pas le mot ce que je vais utiliser, mais équilibré, on va dire ça, il faut qu'il passe par les 6 couleurs. Le protocole va plus ou moins permettre de les peindre des 6, voire éventuellement quand il y a des pathologies, on va prendre ça complémentaire et on va faire travailler sur 2 couleurs en même temps pour que de séparer, elles finissent par fusionner. Quand vous évoquiez la méthode du docteur Raoshka, vous avez fait allusion, sauf erreur de ma part, aux travaux de Goethe sur la nature des couleurs, mais également la vision de Rudolf Steiner, hein, sur l'être humain. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut déduire, enfin retenir principalement de la méthodologie du docteur Raoshka en fonction des travaux, également ceux de Steiner et de Goethe qu'on a évoqués? Alors, le docteur Aouchka disait, on peint comme on vit. D'accord? Donc, la peinture, alors, le choix de la couleur, le choix de l'humidité aussi, parce que c'est pas anodin. Est-ce qu'on met moins ou plus d'eau sur la feuille? C'est vraiment pas anodin. Euh, Montre en fait où vous en êtes. Après, il y a aussi la façon dont vous peignez. C'est pas du tout pareil de voir quelqu'un qui va faire des gestes super saccadés, super vite et dans tous les sens, que quelqu'un qui va se poser. Ça dit beaucoup sur sa façon de vivre la couleur. Du coup, ce sont autant de façons de se questionner, aider à comprendre là où en est la personne. Sachant que le docteur Aouchka disait aussi que la couleur, enfin que sa méthode, d'accord, favorise une meilleure compréhension de soi, aide à équilibrer les émotions et stimule les forces d'auto-guérison. Parce elle travaille autant sur le physique que le psychique. Nous sommes à 90% faits d'eau. Donc, quand on travaille sur la couleur qui est de l'eau, on travaille aussi sur le corps. Alors, quand vous évoquez la notion de couleur, par exemple, le fait de peindre un ensemble de couleurs est un révélateur de son état d'esprit. Je vous prends un Mhm. exemple très, très simple. Une personne
qui a des addictions, vous savez, ce côté artistique qui vit la nuit, un petit peu noctambule, etc., et qui va exprimer par des couleurs plus sombres une certaine forme de désarroi, etc. Est-ce que c'est révélateur d'une certaine forme de psychologie? En tout cas, d'une certaine forme d'état d'être à l'instant T. Pas forcément, enfin, je n'en tirerai pas que de la peinture un profil psychologique, Bien style sûr. psychotique, tout ce Mhm, hystérique, tout ce que vous voulez. mhm. Euh, mais, mais effectivement, peut-être à confirmer que ça peut être une première piste d'écoute. Est-ce que dans vos activités, Caroline, est-ce que vous observez, notamment par l'art-thérapie, et un choix de couleur ou une évolution de la psyché de votre client? Ce que je veux dire par là, est-ce que un client qui va faire des premiers dessins avec des tons qui semblent marquer une certaine forme de mal-être va évoluer vers quelque chose de plus joyeux, de plus, voilà, de plus coloré? Alors, j'utilise peut-être les mauvais termes, mais est-ce que vous l'observez aisément? Non, oui, tout à fait. Et ça peut aussi s'observer dans la simplicité de ce qui est produit. Il y a des gens qui vont être là et qui ont envie de tout bâcler les premières séances et qui, au fur et à mesure qu'ils avancent, s'investissent beaucoup plus. Alors, je pense que, attention, hein, l'histoire des premières séances où on bâcle tout, c'est aussi, je veux pas voir les émotions. J'ai pas envie de rentrer dedans et j'ai pas envie de. Bon, je pense qu'il y a une histoire de climat de confiance qui doit s'instituer hein, au fil des séances. Mais il y a ça et qui, au fil du temps, vont finir par pouvoir faire des choses de plus en plus précises. Mais c'est aussi alors dans mon travail, ce travail où je vous parlais de brain gym, où on travaille cerveau gauche, cerveau droit, on fait aussi travailler sur la main dominante et l'autre main pour justement solliciter l'autre partie du cerveau. Je fais éventuellement faire des dessins à l'envers aussi. Là aussi, pour que ce soit pas la même partie du cerveau qui fonctionne et qu'on soit obligé de mettre en place d'autres stratégies. Enfin, c'est tout ça aussi qui permet d'évoluer et de faire évoluer la personne. C'est bien que vous ayez tout à l'heure précisé que dans une thérapie, il n'y avait pas que du positif, c'est une thérapie. Donc, Ah, ça reste une thérapie. Même si, je vous dis, chez moi, c'était plus, enfin, non, chez les art thérapeutes, parce que c'est pas spécial à moi, soyons clairs, c'est peut-être plus ludique qu'ailleurs, et ça reste une thérapie. L'objectif, c'est d'aller voir l'émotion. Si on va pas voir l'émotion, on règle rien. je me permets une question Oui. annexe liée à l'usage des couleurs. Alors, à l'exception d'un monochrome de type Pierre Soulages qu'on évoquait tout à l'heure, généralement, une personne utilise plusieurs couleurs. Ça ne rend pas plus complexe votre analyse j'allais dire, de la personnalité, des difficultés rencontrées et de comment y apporter la thérapie correspondante? Alors, moi, mon travail va être d'aiguiller dans un sens ou dans l'autre. J'ai eu des enfants pour qui tout devait être, alors surtout chez les ados, tout doit être noir ou blanc, d'accord? Le travail, un des travails de l'art thérapeute, là, c'est de lui apprendre les nuances. Donc, on va aller vers des couleurs intermédiaires. On va lui faire travailler sur du gris, du marron, enfin, des choses qui vont permettre de mettre un peu de lumière dans ce qu'il fait, voire travailler sur de l'ombre et la lumière, ou sur les formes platoniciennes. Voilà. L'idée étant de d'amener la personne à voir la vie différemment et à l'imaginer différemment. Inversement, j'ai effectivement des personnes qui vont mettre plein de couleurs, mais comme s'il y avait une telle profusion de couleurs qu'on n'entrait pas dans la couleur. Et ça, c'est pas non plus thérapeutique. J'ai besoin qu'il aille voir la couleur. Enfin, j'ai besoin. Entendez bien, hein, c'est quand je dis j'ai besoin, c'est pas ça me nourrit. Est-ce que ça n'est pas un moyen pour le client de ne pas se révéler ou de vouloir se protéger pendant un certain temps en utilisant une profusion de couleurs? Tout à fait, ça peut. Tout à fait. Il y a cette partie de à partir de quand j'arrive à faire confiance. Et quelquefois, ça peut être très long. À partir du moment où il continue à venir, c'est qu'il y a une demande, c'est que j'y réponds certainement, enfin,
qu'en tant que thérapeute, on y répond à un certain degré, on va dire ça. Mais je peux comprendre que chez certains, la confiance puisse être très longue à instituer et passe par plein de phases en plus. Parce que ce qu'il faut pas oublier dans la thérapie aussi, c'est que on fait des thérapies qui font comme ça, comme des escaliers. Enfin, ou même comme on régresse, on remonte, on régresse. Et que la phase de régression, c'est souvent pas la phase où il faut arrêter. C'est au contraire une phase d'intégration de ce qui vient de se faire ou de ce qui a été mis en avant. Donc, c'est au contraire, même si c'est une phase sans doute difficile où aller voir le thérapeute, c'est pas le plus sympa, on va dire ça, mais c'est au contraire là qu'il faut persévérer. Pour conclure, Caroline, la méthode du docteur Aouchka est un élément clé de votre approche et de votre travail? À partir du moment où je sens que quelqu'un peut être réceptif à la peinture, je vais essayer de le placer. Alors, pas forcément, je fais les 6 premières couleurs primaires à la suite, voilà. J'oublie pas que j'ai un fil conducteur, effectivement, par rapport au docteur Aouchka, mais je peux intercaler tellement d'ateliers entre les deux que finalement, on va faire, je sais pas, la 6e couleur dans un an, quoi. Enfin, c'est... Voilà, parce que ce que je vous disais tout à l'heure et qui reste primordial, c'est notre adaptation à l'état d'esprit du patient. Enfin, voilà. Du client. Si je me rappelle un échange que nous avons eu par écrit, il me semble que selon le docteur Aouchka, elle considérait que la peinture était un médicament de l'âme. C'est bien ça, en rétablissant l'équilibre entre nos 3 pôles. Alors, je relis mes notes hein, en même temps. La pensée, le sentiment et la volonté. Est-ce que c'est la définition exacte? Tout à fait. Parce que elle considère dans sa théorie humaniste, hein, qui vient de Steiner, que l'être humain, c'est ces 3 dimensions. Donc à partir de là, effectivement, on va travailler sur ces couleurs pour pouvoir remobiliser les 3 dimensions. D'ailleurs, chaque couleur a une signification dans les 3 dimensions. Et l'autre chose, c'est la notion de lumière. On travaille à travers la couleur la notion d'obscurité et de lumière, qui symbolise pour elle la notion de conscient et inconscient. Est-ce qu'on peut considérer que sur les 3 pôles qu'on vient d'évoquer, si l'un des 3 est affecté ou déficient, entre guillemets, il affecte les 2 autres? Bien sûr. Si je prends esprit et corps physique, on en a parlé tout à l'heure, comment je vais dire ça, chaque restriction de l'esprit, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais va s'inscrire dans le corps. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui s'appelle Lise Bourbeau, qui a fait la correspondance sur les 5 blessures de l'âme, et qui parle notamment alors, à chaque fois, elle décrit en fait des profils physiques, et elle dit par exemple que les dépendants ont un corps qui se relâche, un corps où la peau devient flasque, le terme est pas beau, hein, mais voilà, qui va s'adapter en fait au profil psychologique de la personne, et que si la personne se soigne, le corps est en capacité de se retendre, si je peux dire ça. Il y a une sorte de rééquilibrage à tous les niveaux, tout simplement. C'est ça. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup, Caroline, pour toutes ces informations passionnantes sur l'art-thérapie. J'espère que cette émission aura été enrichissante. Un petit mot à rajouter, peut-être, Caroline? Non, en l'espèce, non. Je pense vous avoir passé sur au moins les 3 thèmes qu'on a accordés, enfin abordés, euh, tout ce pourquoi je tiens à ces 3 thèmes et comment j'essaye dans la mesure du possible, de les mettre en action pour aider les personnes que j'accueille. J'espère que cette émission aura été enrichissante, en tout cas pour nos spectateurs, que l'on invite à nouveau à partager le résultat des expériences qu'ils auront conduit grâce à vous, Caroline, et puis à prendre contact avec vous directement, puisque sur votre chaîne YouTube, et puis on le mettra également sur Conscience TV,
vos coordonnées, notamment email, pour vous contacter et pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas par ailleurs à commenter l'émission sur la chaîne YouTube de Caroline, dont les coordonnées s'affichent désormais, voilà, directement sur la vidéo. À très bientôt, Caroline, pour une nouvelle émission, toujours consacrée à l'art-thérapie, dont vous choisirez le thème et sur lequel je vous accompagnerai avec grand plaisir. Bien, merci beaucoup. Merci pour votre participation. Merci à chacun pour tout ce que vous allez m'envoyer. Et je prendrai quelques minutes ou un peu de temps pour répondre éventuellement à vos questions. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.